to Madame Buric, Secretary General of the Council of Europe. Thank you. Minister of Justice Cartabia, Ministers, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, former President of the European Commission for Democracy Through Law, distinguished guests, ladies and gentlemen. The Council of Europe exists to promote and protect human rights, democracy, and the rule of law. But for each of these to function, there must be justice. And that means just rules enforced by a just system and that maintains public trust. We should never be afraid to ask whether we are doing this as well as possible in the interest of individuals and society as a whole. In fact, asking this question is our duty. So I congratulate the Italian presidency of the Committee of Ministers on its decision to make building a people-centered future one of its key priorities. And specifically, it focused on reaffirming the function of punishment, both as a moment for rehabilitation of the offender and of restoration for the victim. These issues, which you will consider today and tomorrow, are dynamic. It is therefore right to reflect together on the experience of them in our member states. Certainly, we are not starting from scratch. 3 years ago, our Committee of Ministers adopted a recommendation on restorative justice in criminal matters. It defines that restorative justice as a process enabling those harmed by crime and those responsible for the harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of that offense. This should be done with the help of a trained and impartial facilitator. And it often involves dialogue between the victim and the offender, though other people affected directly or indirectly may be involved too. The 2018 recommendation urges national authorities to pass legislation making restorative justice available and accessible at all stages of the criminal justice system, so that it can be used where appropriate. Progress on this has been uneven. And I encourage all member states to look again at whether they might do more to implement the terms of the recommendation. En même temps, 3 ans après, nous nous trouvons à un moment idéal pour analyser les engagements tirés dans les pays qui l'ont mis en œuvre, les obstacles rencontrés et comment les surmonter. En échangeant leurs réflexions et les meilleures pratiques, les gouvernements pourront non seulement identifier des façons de progresser davantage, mais aussi parvenir à une compréhension commune de ce qui pourrait encore être fait ou mieux fait, ou des domaines dans lesquels il y a un potentiel pour élargir davantage le champ d'action de la justice restaurative au sein des systèmes de justice pénale en Europe, mais aussi déterminer quel type de réforme et de formation il conviendrait de déployer pour concrétiser cela. Je sais que ces sujets sont inscrits à vos ordres du jour, tout comme la question spécifique de la manière dont cette approche peut être généralisée en matière de justice pénale des mineurs, où elle pourrait être d'une grande aide. À cet égard, notre recommandation de 2008 sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures est particulièrement pertinente, tout comme nos lignes directrices de 2010 sur une justice adaptée aux enfants,
Ces dernières sous-tendent la recommandation de 2018 sur une justice restaurative et ces deux textes devraient être lus en parallèle. Il est indubitable que l'âge des enfants et adolescents délinquants pose des problèmes spécifiques, au nombre desquels le développement psychologique et les facteurs sociaux tels que les circonstances familiales. Nous sommes là sur un terrain sensible. C'est pourquoi je me réjouis que cette conférence aborde aussi la question de savoir si nous utilisons au mieux la justice restaurative et si nous exploitons toutes les possibilités dans ce domaine. Enfin, il est essentiel de garder à l'esprit les fondamentaux, quel que soit l'usage que nous faisons de cette approche. Il s'agit de réduire la criminalité, y compris en récidive, d'aider au mieux les victimes à se rétablir et de faire en sorte, d'une part, que les délinquants reparent leur tort et d'autre part, qu'ils se réinsèrent dans la société. Nos systèmes de justice devraient être équitables, humains et efficaces pour toutes les personnes concernées. Notre recommandation de 2018 sur la justice restaurative a été conçue comme une avancée sur cette voie. J'attends avec intérêt de prendre connaissance des réflexions et conclusions que se dégageront de cette conférence et de mesures ultérieures que nous pourrions donc envisager. Un bon travail et merci à toutes et à tous. Merci, Madame le Secrétaire général. La parole est maintenant à Monsieur Rick Daems, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Thank you very much, Madam Minister, Madam Secretary General, Excellencies, all of you here. First disclaimer, I'm not legally trained, I'm not a lawyer. I did get some training about it, but if ever in my small speech I touch on definitions that are not really correct, so I do apologize for that. Second disclaimer, the Committee of Ministers did have a recommendation in 2018, you're following up on it, but as I looked into the matter, the Parliamentary Assembly has never addressed the issue, which is a bit sad, if you ask me. Of course, we dug into the issue a little bit in some literature, quite fascinating. Authors like, I'm reading this now, Zare, Blaithwaite, Cochrane, Morris, English, wow. So it is a subject that is really important in daily life of people. If I take the definition of English, I mean, retributive justice is like you punish because you broke the law. The restorative one is basically you repair the damage done, but you do it consensually between the victim and the offender with the assistance of so-called VOD, victim-offender dialogue. When I look at it from a practical point of view, not being a lawyer, being a politician, then it is really an interesting subject. Why? On the one hand, you implicate the victim. I know from experience, having been I've been a mayor, I've been a minister, I've had a lot of functions. I always have thought that the victim is not implicated enough at a certain stage of whatever procedure. They're left a little bit behind. And so this is something that really implicates the victim. To a certain degree, it might compensate the victim, allow the victim to, between brackets, live with whatever happened. On the other hand, you've got the offender implicated too, in a dialogue type of system, restore the damage, take your responsibility, and maybe lower the risk of recidivism. Clearly, from justice side, now I'm getting on a bit of a less stable turf. Maybe pre-trial settlement, maybe the cost of justice may go down because part of the problem has been solved. Part of the problem has been solved potentially. Now, when I look at it from the logic side, you might say that in my view, restorative justice is taking it from the problem-solving angle, whereas the other one is rather taking it from the problem-addressing angle.
You punish, you broke the law. On the other one, you repair the damage. Now, why do the two of them, where do they connect? And allow me now to take then the angle of one of the authors, Morris, because he basically made a little list of what would be the risks of it. Well, does it trivialize crime to a certain extent? Might be. Certainly when you have vulnerable victims, just think about violence against women. Does it really change the offender? Is he going to say or she going to say, oh, I'm sorry, I'll pay? Does it help the victim to a certain extent? Might it be that we introduce some kind of discrimination in the whole process? Does it really provide justice done? I mean, all of these questions are extremely interesting from a parliamentary point of view to address them potentially. Do I believe that the Parliamentary Assembly should address the issue? I do, because I think that there is a real added value, maybe not in all cases, certainly not to replace justice being done, but specifically, in my view, because the victim is really involved in the process. Now, in which cases certainly? Well, when it's got to do with the physical or mental integrity of a person. I mean, there's clearly a political angle to it, and this tells me that if it is certain that it has to do with physical and mental integrity of a victim, the full elements of human rights, of equality, of non-discrimination come into play. Now, when I look at the activity that the Parliamentary Assembly has taken on the issue or not, I see again a very interesting recommendation by the Committee of Ministers, 2018, not exactly an activity of the Parliamentary Assembly. So what could we do? I see three angles here where we might have some added value to the Committee of Ministers. As you know, I'm kind of fond of connecting the two statutory bodies, the Parliamentary Assembly being the political voice of more than 600 members of Parliament out of 47 countries, delivering substance to the Committee of Ministers. What will be the three potential domains? One, certainly to raise awareness in all 47 parliaments. I know it exists in a number of countries, such as in mine, but it does not exist in a number of other countries. So just flagging it to the national parliaments as being an important subject to at least look into it seems to be of added value. Secondly, I do believe that it is necessary to basically address the angle of human rights, discrimination, equality. I do believe it might be invoked to have a report by the Parliamentary Assembly on the issue, maybe even with a recommendation as a result of that. So it is my intention to speak to the political leaders of the Parliamentary Assembly and see whether we can have a motion tabled by all political groups in order to address it through a report. This is something that we can do. Of course, Michele, we need to look into it together in order to be focused enough on the issue, but have it at the Bureau in January and maybe drag it on and see that we can make a report in the coming months on the issue that might deliver some substance to the Committee of Ministers in your reflection. Because at the end of the day, the Parliamentary Assembly will give you a political opinion, opposition majority, 47 countries, obviously because the Committee of Ministers, you got an opinion of your majorities in your respective countries. So a report, potentially with a recommendation in good cooperation with the Italian presidency and Michele, and of course we do, Madam Minister, seems to be in order. And the third element I see is we've got a monitoring system. You have it too. I think that it might be even very interesting, since we have kind of a thematic, periodic monitoring of all countries, not only of those countries being under so-called monitoring. And I will introduce this element in the discussion again with the political leaders to see whether it would be useful, I think it is, to introduce it as an element in the periodic review that the Parliamentary Assembly is doing at this time. So, as a conclusion, I think it is a valuable debate. I think there's a lot of added value in it. The only reflection I have at the end of the day is that maybe we need to find these red lines as to the subject itself, and maybe in order to avoid that, citizens take the right into their own hands. Because if at the end of the day an agreement between two citizens, be it with a mediator, would then basically settle an infraction to the law, maybe that's going a little bit too far. But again, this is not a lawyer, this is a politician, but I do hope that you will take these small reflections on board, and certainly, Madam Minister, we will contribute in the coming months to this
a very valuable effort. Thank you very much. Thank you. Now the floor is to Mr. Gianni Buchicchio, President of the Venice Commission, who might feel at home in this room. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Président de l'Assemblée, c'est un honneur pour moi et la Commission de Venise de m'adresser à vous lors de l'ouverture de cette conférence ministérielle organisée dans le cadre de la présidence italienne du Comité des ministres du Conseil de l'Europe dans ce lieu prestigieux qui nous unit. En effet, depuis 1990, la Commission de Venise se réunit 4 fois par an dans cette Scuola Grande de San Giovanni Evangelista qui désormais pourrait être définie comme la Scuola de la démocratie. Madame la Présidente, permettez-moi de commencer sur une note personnelle. J'ai servi la Commission de Venise pendant plus de 30 ans. J'ai contribué à sa création aux côtés du regretté Antonio Lapergola, alors ministre des Affaires européennes de l'Italie, qui en avait eu l'idée. Je l'ai présidé pendant 12 ans. La nouvelle vie que cette pandémie nous a imposée a fait mûrir en moi l'idée qu'il était temps de me retirer. Vendredi dernier, dans cette même salle, Claire Bassi-Mallory, membre au titre de la France, a été élue présidente de la Commission de Venise. Elle sera, Mesdames et Messieurs les ministres, dorénavant votre interlocutrice dans le cadre de notre coopération. Quant à moi, je n'abandonnerai pas complètement la Commission, car celle-ci a souhaité me nommer comme son représentant spécial. Madame la ministre Cartabia, la Commission de Venise vous compte parmi ses membres depuis que vous étiez membre puis présidente de la Cour constitutionnelle d'Italie. Dans vos travaux pour la Commission, vous avez fait preuve non seulement d'une profonde connaissance des questions et des enjeux constitutionnels, mais également d'originalité. Vous avez montré la capacité de chercher des solutions créatives, de penser out of the box. Votre choix du thème de la conférence ministérielle d'aujourd'hui est tout à fait cohérent avec cette approche. La justice restaurative s'efforce de proposer une nouvelle forme de réparation dans le cadre des systèmes de justice pénale, une réparation basée sur une coopération volontaire entre les victimes et les auteurs des crimes. La justice restaurative peut alors compenser non seulement les victimes directes et indirectes des crimes, mais également la société tout entière, en permettant d'éviter la récidive ainsi que la radicalisation des délinquants, notamment des mineurs, et de promouvoir leur nouvelle implication par une reprise de leur participation positive à la vie publique et sociale. Ce sont des approches innovantes. Comme le comité des ministres l'a dit dans sa recommandation de 2018 sur la justice restaurative en matière pénale, il s'agit d'un processus souple, réactif, participatif et axé sur le règlement du problème. Ces mots me rappellent ma devise de président de la Commission de Venise: flexibilité, réactivité, clairvoyance. Ce sont ces 3 caractéristiques, avec son indépendance et son professionnalisme, qui ont fait le succès de la Commission. 3 ans après la recommandation du Comité des ministres, cette conférence vise à trouver des solutions concrètes en apprenant de l'expérience commune. C'est au fond le but du multilatéralisme dont le Conseil de l'Europe est le vecteur et le défenseur. Le multilatéralisme permet de trouver des solutions adéquates, notamment en cas de crise. Comme la secrétaire générale du Conseil de l'Europe l'a rappelé dans son rapport annuel de 2020, et je cite, « Le soutien et l'assistance que le Conseil de l'Europe a apporté à ses États membres en s'appuyant sur ses valeurs pour faire respecter les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit pendant la crise sont un exemple parfait de l'intérêt du multilatéralisme. » Telle est aussi la mission de la Commission de Venise, chercher des solutions conformes aux standards, taillées sur mesure pour chaque problème concret et pour chaque contexte national, en s'appuyant sur l'expérience et la sagesse commune des autres États. C'est ce travail collectif, basé sur les valeurs communes,
qui est le fondement du patrimoine constitutionnel européen que la Commission de Venise défend et promeut. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler de justice pénale sans évoquer les menaces qui pèsent encore de nos jours, et peut-être même encore plus de nos jours, sur l'état de droit dans notre continent et au-delà. Il est de notre devoir de promouvoir l'efficacité de la justice, sa capacité à réparer l'injustice, sans jamais oublier de défendre l'indépendance du système judiciaire. Aucune véritable justice ne peut être délivrée par un système qui ne se conforme pas aux normes de l'état de droit. Certes, obtenir à la fois l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire présente des défis complexes auxquels la plupart de nos États sont confrontés. Nous devons chercher des solutions en travaillant ensemble, en pensant out of the box. Dans cet esprit, la Commission de Venise, avec Madame la ministre Cartabia, entend organiser prochainement une table ronde sur les conseils supérieurs de la magistrature pour faire un bilan de l'expérience passée, identifier les problèmes et proposer peut-être des solutions nouvelles. Mesdames et messieurs les ministres, je suis fier de ce que la Commission de Venise est aujourd'hui et sûr qu'elle continuera à jouer son rôle pendant longtemps, grâce à l'excellence de ses membres et de son secrétariat, ainsi qu'à la confiance que beaucoup d'entre vous lui accordent. Aujourd'hui, elle est plus nécessaire que jamais, car, comme l'avait dit le président Obama dans son discours d'adieu, le plus grand danger de la démocratie est de la croire acquise pour toujours. Merci beaucoup pour votre attention.